un essai nucléaire, c'est une vraie bombe qui explose et pour le coup, elle explose donc le, juillet, 1974. Son nom de code, c'est Centaure. Bonjour Claude Janvier, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Ce n'est pas la première fois. Bienvenue en ce 1er juillet 2026. J'ai lu votre livre qui est le livre d'un rebelle et je ne l'ai pas parce que je l'ai lu en version numérique. Voilà, je peux pas le présenter à l'écran, mais je vais l'afficher. Heu, Ça commence très fort par une enfance au Maroc et puis un largage à Reims. C'est-à-dire que c'était pas vraiment mon père ce héros, ou alors héros de guerre, mais pas héros familial. On est bien d'accord? Et on est bien d'accord. Bah, déjà, bonjour Stéphanie et merci pour l'invitation. C'est toujours sympa, hein, c'est toujours sympa de se retrouver. Donc là, je suis dehors, puisqu'il fait beau, ma foi. Alors, je me suis mis un peu à l'abri pour pas trop avoir de soleil en pleine poire, mais le soleil va peut-être passer un peu. Mais bon, ça devrait rouler. Alors oui, donc, ben, pour en revenir à, oui, effectivement, naissance au Maroc. À Agadir, donc avant le tremblement de terre d'Agadir en 61 qui a ravagé tout et heureusement que mes parents et moi étions partis parce que sinon, bah, vraisemblablement, je ne serais pas là pour en parler. Ça, c'est quasiment certain. Et puis, bah, mon père, oui, héros de guerre, c'est vrai, mais mauvais père, nous a largués, ma mère et moi une banlieue, sordide de Reims, la capitale du Champagne, donc du coup, d'un univers quand même ensoleillé avec une petite maison, donc de ce que je m'en souvienne, hein, et de Tamou, ma nounou, berbère qui avait le visage tatoué et cetera. Et je me suis retrouvé avec ma mère, on s'est retrouvés tous les 2 dans un HLM, pourri. Qui faisait partie d'une cité de 4-5 HLM, avec une école primaire au milieu, le tout entre béton et bitume pour paraphraser la chanson de Forestier. Ouais, c'était pas terrible comme atterrissage, j'avoue, j'ai pas bien compris. Voilà, ça fait un choc. Ça fait un choc, d'autant plus que je découvre un peu après que l'univers des cités parce que beaucoup de gens parlent des cités aujourd'hui, ouais, c'est un univers violent, la police n'y va pas, et cetera. Mais ça existait déjà à l'époque, hein. Faut pas croire que dans les années 60-70, quand ils ont construit leur cité, c'était pas des univers violents, c'était des univers violents. Sauf que les «loupards» entre guillemets ont changé de visage. Avant, c'était des fils d'ouvriers et vraiment très peu d'émigrés. Et là, Mmh. aujourd'hui, c'est beaucoup d'émigrés, mais de toute façon, ça revient au même, en plus avec la drogue au milieu. À l'époque, il y avait pas de drogue ou pas trop. Enfin, il y avait de toute façon, la baston, les bitures, et les baluches de campagne, donc avec le tout avoisinant avec des loulous qui avaient des QI avoisinants autour de 80, ce qui était un peu compliqué pour la survie immédiate. Ce qui vous a sauvé, c'est le rock'n'roll. Vous avez vraiment bon goût. Enfin, c'est Ouais, le rock'n'roll anglo-saxon parce que la chanson pas française, c'est que, pas trop votre mais truc. pas que. Mais pas que. Magma, Gong, Ange, ça, les 3 groupes français de l'époque. Mais c'est vrai que Ouais. pour la quasi, le reste, c'est anglo-saxon. Bah oui, il y avait que ça à l'époque, hein. Moi, faut Mmh. dire que Sheila, Johnny et bon, au bout d'un moment et Sylvie Vartan, non, bah non. Sylvie Vartan, j'ai fait exprès. J'ai Non, bah bien écoutez, compris. Vous étiez hop, pas trop hop. «Salut les copains» quoi, à Non, l'époque. pas du tout. Mmh. La tendance yéyé, je trouvais ça niaiseux à souhait, et ça finissait par me gonfler un peu, et quand j'avais un voisin qui commençait à m'enquiquiner, à me passer du Johnny, ça finissait par me gonfler. Alors comme j'avais des grosses enceintes, je les foutais au mur et je foutais du Led Zepp, ou du Deep Purple à fond et là, ça le calmait de suite. Il venait me voir: bah, j'ai dit: «Quoi, c'est bon, fais ton éducation et m'enquiquine pas la vie». Bon bref, Et les études, c'était pas trop votre truc? Si? non, ah Non, non, faut bien dire la vérité, non, c'est pas mon truc. toute la C'était vérité. c'était pas vraiment mon truc du tout, quoi. Bah, c'est-à-dire, c'était mon truc à l'école primaire, non, j'étais bon. Mmh mh. J'étais premier de la classe, c'est vrai. Puis tout d'un coup, je suis arrivé au lycée, enfin collège, lycée. Ouh là, c'était dans une ZUP, sordide, hyper violente en plus, là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé. Mmh. Hem,
Donc j'ai fait, un collège pas terrible et puis après j'ai fait une seconde quand même. Je suis rentré en seconde chimie, physique, maths et alors là, moi, c'est l'époque où évidemment Pink Floyd est arrivé, Led Zepp, Deep Purple, Black Sabbath, bah, bref, Debout. les The Who, voilà et cetera. Donc là, j'ai dit: «Les études, fait chier» et là, je me suis plongé dans l'écoute, voilà. Donc évidemment, ils m'ont saqué et je me suis retrouvé, grand désespoir de ma mère, elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie?» «J'en sais rien». Mmh. Voilà, donc j'ai passé un diplôme de comptable et effectivement, je suis comptable. Incroyable, mais vrai. J'ai pas l'air comme ça, mais Non, pas trop. je suis comptable. Et l'univers de la banque non plus, c'était pas trop votre Ah truc? non, c'était pas mon truc, non, c'était pas mon truc. Quand j'ai vu la tronche du comptable quand j'ai eu mon diplôme, j'ai remplacé un aide-comptable qui venait de se casser la jambe. Et tout d'un coup, donc j'avais des grands cheveux à l'époque, faut s'imaginer, hein, j'ai pas toujours été avec une piste d'atterrissage pour les mouches, c'est ce que me dit ma frangine, sympa, mais bon, passons. Et donc j'avais des grands cheveux et un beau jour, j'étais en train d'écrire là, à mon bureau, puis en face de moi, il y avait le comptable, donc et le comptable, c'est un monsieur de, 45 ans à l'époque. Ouais. Moi, j'en avais 20, 22, 23, enfin quelque chose qui était pas, je vois qu'on est dehors, il y a quelqu'un qui passe derrière moi. Bien, c'est vivant. Ça 45 c'est ans, du direct. c'était du direct. Et à un 45 moment ans, et à un moment donné, ouais, je lève la tête et qu'est-ce que je vois? Je vois la tête de ce monsieur et il avait des lunettes à double foyer, donc avec des trucs hyper épais et à l'époque, on avait le droit de fumer dans les bureaux et il avait toujours une gitane papier maïs qui était éteinte, un mégot comme ça et je suis en train d'écrire, je lève la tête, je dis: «Oh!» J'ai eu la révélation, j'ai dit: «Moi, dans 20 ans comme lui, ouh, c'est pas possible». Donc j'ai dit: «C'est bon» et au bout d'un mois et demi, j'ai fini mon remplacement. Il m'a dit: «Alors?» Ah bah, j'ai dit: «C'était bien, au revoir et à jamais». «Bon», il m'a dit: «Ça vous voulez?» «Non, non, non, bah, non, vous avez tous été très sympas, mais non, définitivement, c'est pas mon truc». ça va Voilà. pas être possible. Hem, Ensuite est arrivé, le service militaire. Ouais, bah, oui, service militaire obligatoire à l'époque, faut savoir que je suis antimilitariste convaincu, je le suis toujours d'ailleurs, hein. J'ai pas changé d'un iota, sur le sujet. Mmh. Et donc à l'époque, oui, chaque mec est censé donner un an de sa vie à l'État, donc déjà ça m'énerve. Donc j'essaye de me faire réformer, ça marche pas. Mmh. Je me retrouve à faire mes classes à Toul en janvier 74, je me caille, il fait -20. C'est la Waouh! Lorraine, Ah précise. ouais, c'est la Lorraine. Toul, c'est une ville que j'aime pas du tout, qui est grise à l'époque, qui est en plein hiver, qui me plaît pas du tout Nous et saluons les habitants de Toul. je suis désolé pour eux, hein, mais bon, il y en a certainement qui vont être offusqués, qui vont me dire: «Ah mais c'est charmant». Bah OK, pas de souci, chacun son truc et Mmh moi mh. c'était l'époque où c'était pas terrible, 74, je sais pas, peut-être que c'est mieux maintenant Peut-être. effectivement Mmh. et au bout d'un mois de classe, Mmh il mh. y a un gradé qui passe dans les chambrées qui nous dit: «Mais, est-ce que ça vous tenterait d'aller faire votre service militaire, dans le Pacifique?» Bon. Mmh. Pacifique, Mmh. bon, je lève la tête de suite, je le regarde, je lui dis: «Pacifique, où ça?» Il me dit: «Bah, c'est simple, c'est soit Tahiti ou Nouméa». «Oh!» J'ai dit: «On peut choisir en plus?» Bah, il me dit: «Oui». Mmh. «Oh!» Bah, je lui dis: «Tahiti, possible?» Il me dit: «Oui, oui, oui». Ouais, voilà et comme ça et c'est comme ça parce que moi effectivement, Stéphanie, franchement, j'ai 20 ans. Ouais, On me les propose Vainés, palmiers. voilà, on me propose d'aller me faire mon service à Tahiti. Les baïnés, les Mmh. palmiers, le sable, les les mers chaudes, transparentes, les massifs de coraux, les poissons multicolores, Coquillages et crustacés. voilà, sur la plage abandonnée, Mmh. n'est-ce pas? Je vois qu'on connaît nos classiques, c'est bien Sûr. et Sur la donc plage, version light. j'ai aucune raison de dire non, c'est évidemment. Donc voilà, pour la première fois de ma vie, je mets, les pieds dans un Boeing et donc Montréal, Los Angeles, Tahiti et j'arrive là-bas, Et là, 30°, parfum d'hibiscus, de tiare, waouh! Je dis: «Ça, c'est top». Alors bon, je vais pas tout raconter parce que là, évidemment, je commence à ouvrir ma grande bouche, mmh, des fois, c'est que s'il me vaut pas franchement, toujours la sympathie des supérieurs, mais bon. Toujours est-il que on avait oublié en fait effectivement, je dis «on» parce que on se fait quel je me fais quelques amis de l'époque qui étaient un peu dans mon
dans mon genre, quoi. Mmh. Et on avait juste zappé que chaque année, ben, il y avait une explosion d'une bombe atomique. Parce qu'en fait, quand on parle d'essais nucléaires, faut comprendre que des essais nucléaires, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent peut-être à tort qu'un essai nucléaire, on fait péter un pétard, ou je sais pas quoi, Ouais. enfin, un pétard en laboratoire, confiné. Pas du tout. Un essai nucléaire, c'est une vraie bombe qui explose. Et pour le coup, elle explose donc le juillet 1974. Son nom de code, c'est Centaure. Et, Mmh. et malheureusement, les météorologistes, les météorologues de l'époque, qui n'est toujours pas une science exacte d'ailleurs, ne prévoient pas que des vents violents vont se lever, et c'est ce qui s'est passé. Des vents violents se lèvent, rabattent les nuages radioactifs sur l'archipel de la Société, Tahiti, et l'archipel des Tuamotu, contaminant à peu près 160 000 personnes, moi y compris. Alors donc, oui, explosion donc, atomique. Le champignon, le 17 juillet 74, le champignon atomique, au lieu de monter dans l'atmosphère et d'aller vaporiser les voisins, c'est-à-dire les Australiens et les Néo-Zélandais, mais il y a des vents violents non prévus par les météorologues qui, rabattent le nuage radioactif donc sur l'archipel de la Société, donc Tahiti et ses îles Sœurs, et les Tuamotu, les îles Marquises. Donc 160 000 personnes contaminées à leur insu, moi y compris. Alors on ne le sait pas. En fait, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on se prend un nuage radioactif, parce qu'en fait, il y a rien qui indique qu'on se le prend. En plus, il y a des pluies torrentielles, au mois de juillet, donc quand le tir a eu lieu, le nuage radioactif arrive. Il y a des pluies torrentielles qui ont vraiment bien rabattu, les nuages radioactifs, sur, Tahiti et le reste. Les médias n'en parlent pas. Bah, de toute façon, alors à l'époque quand même, on est en 74, il y a pas internet, il y a pas de portable, hein. Faut quand même, se remettre un peu dans le contexte. On a les médias papier, les radios. Pas de radio libre à l'époque, ça n'existe pas encore. Et quant à la télévision, bah, c'est la télévision d'État. Donc de toute façon, on n'a aucun moyen d'information. Au sein de l'armée, ils en parlent pas, et cetera. 74, on est sous Giscard. Ouais, c'est ça, c'est à peine. C'est le début. Ouais, c'est le début de Giscard, puisque Pompidou, il a dû s'en aller, fin 73. Le temps de nous passer la loi, dite de Rothschild, où l'État français, avant, pouvait emprunter quasi gratuitement, et après l'État français a commencé à emprunter à des taux, de plus en plus prohibitifs. Bon bref, c'était une petite digression. Mais tout n'est pas un détail. Donc alors parallèlement à ça, nous, il y a un voilier qui arrive dans le port de Papeete, un voilier magnifique qui fait, 30 mètres de long à peu près, tout en bois, un magnifique voilier, affrété par Brice Lalonde. Alors pour ceux qui se rappellent un peu, Brice Lalonde, c'était vraiment le début de l'écologie, mais de la vraie écologie, pas l'escrologie d'aujourd'hui. La vraie écologie, le début de Greenpeace aussi, avec, dans pas longtemps, un peu de temps après, avec l'affaire du Rainbow Warrior. Et ce voilier qui s'appelle le FR2I, ou le Free, j'ai jamais trop su le prononcer, était qui a un équipage d'Australiens et de Néo-Zélandais qui y viennent protester contre les essais nucléaires français dans le Pacifique, parce qu'ils en ont marre de se prendre nos radiations. Alors ils mettent des pancartes évidemment en anglais, et en français: «Montez à bord, venez signer, notre manifeste, venez, discuter avec nous». Nous, avec Michel, un pote, on est en civil, évidemment, on n'était pas habillés en militaire. On monte à bord et on signe leur manifeste et on commence à discuter avec l'équipage. C'était super sympa, et cetera. J'ai même failli déserter à l'époque, parce que, il y a quelqu'un d'équipage qui me dit: «Mais si tu veux, on vous emmène», waouh, waouh, j'ai failli le faire, puis je me suis dit: Bon, ça va être compliqué pour la suite». Donc je l'ai pas fait. Ceci étant, ce qu'on n'avait pas soupçonné non plus, puisqu'à l'époque on était un peu candide, hein, quand même, Mmh. c'est que la sécurité militaire nous prend en photo, Mmh. évidemment, montons à bord, nous on le sait pas, et on se retrouve, évidemment, quelques jours plus tard dans des bureaux sombres, étroits et humides, à se faire interroger violemment par la sécurité militaire, notamment par un petit gros, avec une fine moustache comme ça, là, le mec, l'archétype du mec que je peux pas encadrer. Lampe en pleine poire, des questions anarchistes: «Tu quoi? T'es gauchiste? T'es es gna ouais, bon bref, interrogatoire violent pendant 1 heure quand même.
et puis après, ben, ça plus autre chose, mais que je laisserai à nos amis, internautes le soin de découvrir dans mon livre. On se retrouve au trou, en prison, au camp militaire d'Arway, donc qui est une prison légionnaire. Alors, bon, pour la petite histoire, je vais pas tout raconter non plus, hein, je laisse à nos à nos lecteurs Mais c'est le pas un soin de parcours découvrir. de santé, hein. Pardon? Ce n'est pas un parcours de santé. Ah non, c'est pas un parcours de santé. Déjà, la prison, du camp militaire, d'Arway est tenue et gérée par des légionnaires, donc les légionnaires, c'est pas tous des prix Nobel, loin s'en faut. Désolé pour les légionnaires, hein, qui nous écoutent, mais bon, force est de constater que c'est pas bon, bref, passons. Et là, il y a l'adjudant-chef Blint, un Allemand Oui. qui est un géant, et avec qui j'avais eu maille à partir un peu avant pour sur autre chose, et qui d'ailleurs se baladait avec la croix gammée et la croix de fer dans la poche, qui m'alpague, qui me dit: «Puisque tu es là, c'est super». Il me soulève du sol d'une main. Le mec, c'est un vrai colosse. Je fais quand même 1,80 m, je fais 83 kilos, mais waouh! Et puis il m'approche son visage du mien et il me dit: «De toute façon, ici, si tu me fais chier, je te bombe la gueule». Ça laisse présager du niveau du mec. C'était une Hem, expression très à la mode, hein, à ah l'époque. ouais, ouais, ah oui, les légionnaires, c'est: «Si tu m'emmerdes, je te bombe la gueule». C'est-à-dire, c'est un mantra, c'est presque le mantra de l'époque. Hem, bon, Exact. Et ce je Blitz, dis on n'en dira pas plus, faut lire le livre, il a très mal fini. Il faut lire le livre pour ça. Ah, Blind, il a mal fini. Bon, il y a des fois, il y a des justices immanentes comme ça, hein, il a mal fini, ouais. Ceci étant, la prison, c'était un vrai délire là-dedans, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de cour commune, où on prenait le café, le matin, à 4 heures du matin, parce qu'ils nous levaient à 4 heures du mat. Il y avait des cellules individuelles et une grande salle au fond, tout en long, et c'est là où on dormait tous entassés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on couchait sur des planches de bois inclinées comme ça, Mmh mh. avec un couloir central, ce qui fait que la nuit, tu peux pas dormir. C'est-à-dire la nuit, tu te mets en haut, mais tu glisses, loup, ouf! Donc ce qui fait que toutes les heures, tu te retrouves les jambes, les pieds dans le couloir, alors tu remontes, péniblement avec ton drap, parce qu'il fait une chaleur à crever là-dedans, hein. Attention, on est sous les tropiques, il y a pas de clim, heu et on se fait sucer les lèvres, chaque nuit par des cafards géants comme ça. Sans compter le fait qu'on est bouclé dans cette salle horrible à 19 heures. Il y a pas de toilette, faut le savoir, et Mmh. qui nous libère qu'à 4 heures du matin. Donc si on a envie si on a quelques envies pressantes, et quelques problèmes hydrauliques à régler, ben, soit on cogne et il y a au moins quelqu'un qui ouvre, mais ils ouvraient jamais, soit, ben, on fait devant la porte et il faut nettoyer le lendemain. Sympa. Oh, c'est Ah sympa. oui, non. Ah voilà. C'est totalement indigne, en fait, comme Ah condition. beh, totalement indigne, sans compter les risques de baston, les risques de viol aussi, bon bref. J'ai vu. Ouais, c'était chaud quand même. C'était chaud. À côté, les 20 jours de zonzon de Nicolas Sarkozy à la santé, c'était vraiment une problème de santé. Mais lui, il a réussi un coup de com' quand même avec Fayard. Les journal d'un prisonnier. Oh, Ah ah oui. mon Dieu, il avait tout sur mesure, c'est fantastique et fabuleux. Bon bref, on passe. Là aussi, c'est une digression. Selon que vous serez puissant ou misérable, vos conditions de C'est détention ça, seront blanches ou noires. c'est ça, La Fontaine. Et Enfin, oui, c'est tiré de La Fontaine, pas ouais. La Fontaine, in extenso, mais voilà. Les animaux malades de la peste, Ouais, exactement. c'est ça, c'est ça. Bravo, bravo Stéphanie. Donc voilà, voilà un peu, le décor. Et le décor, oui, oui, c'est le passage sur la prison, c'est assez douloureux quand même, hein. C'est pas mal, hein, 20 jours comme ça, C'est formateur pour la suite? oui, c'est formateur. Ça, c'est clair qu'après, tu es plus le même, quoi. Je veux dire, il y a un avant, un après. Quand tu vois, que l'être humain est capable de te boucler, de t'enfermer et de te faire subir, ce genre de choses, Surtout heu, pour des raisons, assez fallacieuses finalement. ah ben, peu importe les raisons, mais de toute façon, même si c'était des raisons, de «bonnes raisons» entre guillemets, aucun être humain ne mérite ce genre de traitement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut un peu de décence, quoi, hein. Je veux Même le dire, pire des criminels? tu vois? Hein? Même le pire des criminels? Bah, oui, même le pire des criminels, c'est pas la peine de le rendre encore plus féroce que ça. Le mec, bon, il est enfermé. On va pas maintenant, c'est pas la peine de lui faire surgir des rats comme ça devant, à un moment donné, non, non, bah, non. Je dis pas qu'il faut qu'il ait tout le confort non plus, mais je veux dire, bon, à un moment donné, il y a un peu de décence quand même, un minima. Mmh. Et à la sortie de cette prison, bah, l'idée c'est de
il y a quelqu'un qui passe. C'est de partir loin, de partir ailleurs. Bah, c'est-à-dire après on rentre, on n'est pas très en forme. Moi, je reconnais que j'avais pris conscience, tu vois, à l'époque que, en fait, un système peut te broyer. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, parce que Mmh. là, je me sentais un peu seul quand même, et là, tu prends conscience que le système peut entièrement te broyer, et en fait, tu peux disparaître du jour au lendemain. Donc j'avais eu cette désagréable impression, d'autant plus que quand tu fais ton service militaire à l'époque, ils n'arrêtent pas de te dire que l'armée a le droit à 5 de perte. Ça veut dire que si tu meurs, personne n'en a rien à foutre. Même la Donc famille ne peut pas, exiger, des recherches ou bah, tu sais, la famille, moi, de toute façon, à l'époque, moi, c'était ma mère qui se débattait déjà pour sa propre survie, donc c'était pas franchement, tu vois? Et puis, tu sais, faire des recherches, 74, il y a toujours pas internet, il y a pas le portable, enfin, il y a pas de réseau, c'est quand même beaucoup plus compliqué, hein, en même temps. vous auriez été portés disparus, en fait, c'est ça? Oui, bah, voilà, tu disparais, tu es porté disparu et après ils envoient un mot à tes parents en te disant: «Bah, écoutez, votre fils a eu un petit accident, voilà, paix à son âme, au revoir, salut», voilà. Mmh, mmh mh. Donc Il on faut rentre, on n'est pas en forme. mmh C'est vrai que j'ai besoin d'aller voir ailleurs, c'est ce que je fais. En même temps, Michel, mon copain, mon ami, on se voit un peu et puis après on se perd de vue, mais j'apprends quand même par d'autres gens qui sont venus me voir dans les 2 ans qui ont suivi à peu près ma rentrée en métropole, Mmh. qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient mariés avant de partir faire leur service et ils ont jamais pu avoir d'enfants. Donc ils font faire des examens médicaux et il se trouve que l'exposition aux radiations les ont rendus stériles. Mmh. Ah ça, c'est intéressant. Quant à Michel, il a encore envie. Pas en super forme, mais il est encore en vie. Mais il a réussi à donner naissance à une fille qui malheureusement pour elle est née avec une difformité physique, pas mentale, hein. C'est-à-dire que je la connais sa fille, elle est pas elle va très bien, mais Oui. elle a une légère difformité physique, sans compter effectivement tous les autres qui ne sont plus là pour en témoigner puisqu'ils sont morts de cancer, voilà. Ouais. Donc c'est ça le problème et là, effectivement, quand tu as 20 ans et que tu te prends ça dans le nez, Mmh. heu, bon, ça te réjouit pas du tout, loin s'en faut et ça te montre que l'État peut te mentir et que les raisons d'État priment à la sécurité et le bien-être de la majorité, du peuple. Donc à Mmh. partir de ce moment-là, j'étais déjà un peu rebelle avant, mais là, ça a définitivement foncé le clou. Et là, rebelle à fond. Et Voilà, éveillé, c'est, celui qui comprend que l'État ne lui veut pas forcément du bien. absolument. Voilà, donc à l'époque, je rentre, j'en ai strictement plus rien à foutre, de la société. Déjà, c'était pas mon truc, la société, moi, c'est-à-dire être un bon garçon, aller au boulot, faire du métro boulot dodo, c'est absolument pas ma tasse de thé, ça ne l'a jamais été. Donc du coup, à l'époque, on est en pleine période hippie quand je rentre, Mmh. et moi, ben, je me dis: «Oui, je vais me casser de Reims», parce que là, j'en pouvais plus de ce HLM. Et je vais me trouver une maison, une ruine en Provence là-bas et on va reconstruire ça. Donc je pars avec un copain, Mmh. Jean-Marc, qui lui est toujours là-bas d'ailleurs Oui. et On le et salue. voilà, mais je sais pas s'il regarde beaucoup les réseaux, les émissions, à mon avis, je crois pas. Mmh mh. Mais et on se trouve donc 2 maisons et 8 hectares de terrain, au-dessus des gorges d'Alhuis. Voilà, Magnifique. voilà, magnifique. On est dans un hameau paumé à 1 300 mètres Ouais. d'altitude avec le mont Saint-Honorat derrière qui culmine à 2004. En fait, on est à la lisière du parc du Mercantour pour que nos amis internautes situent un peu. C'est pas très Le accessible, mais il y a de quoi faire, il y a un potentiel, comme on dit dans l'immobilier. magnifique, magnifique. Écoute, celle-là, on a passé, je pense alors moi, mon épouse, elle est déjà avec moi, Claude, ma compagne, est déjà avec moi. Vous êtes rencontrés dans une station de ski? Ouais, Faut c'est dire la ça, vérité. c'est Voilà, ça. Ouais, non, mais c'est drôle si tu veux, parce que autour d'un quand je bar rentre avec un barman, je ren c'est du bah, bon voilà, là, je rentre de l'armée, on est en 75, début 75, 60, je me mets à bosser pour économiser un peu de sous, parce que j'avais pas la queue d'homme. mmh. 76, on part faire notre périple avec Jean-Marc, on trouve les 2 maisons, on emprunte du fric parce qu'on en avait pas, ni lui ni moi, donc nos parents, la frangine, enfin bon, enfin, voilà, plein de gens sympas qui Vous nous aident.
en 1 an ou 2, c'est remboursé? Il y avait un pouvoir d'achat totalement différent à l'époque? Ah bah oui, on est en francs, imagine à l'époque, on a acheté 2 maisons en ruine. Bon, certes, elles étaient en ruine les maisons, hein, attention, hein, Oui, et 8 hectares de terrain pour 80 000 francs, donc 40 000 francs chacun. 40 000 francs chacun, c'est quoi en euros? Qu'est-ce que je calcule moi? C'est 6 000 €. 6 000 €, ouais, c'est ça. Donc une maison et 4 hectares de terrain pour 6 000 €, puisque 2 Mmh, maisons, tu vois? Donc ouais. tu te dis: «Ah ouais, c'est quand même pas le même niveau de vie». Ceci étant, on n'a pas la queue d'un, il faut rembourser. C'est là qu'on se fait des saisons, saison d'été, 2 fois à Castellane, porte des Gorges du Vernon, et la saison d'hiver 77-78, au Cénus d'Allos, dans un complexe hôtelier qui existe toujours d'ailleurs, qui est Mmh. l'hôtel, restaurant, discothèque qui s'appelle Chez Franz. Donc et là, évidemment, je suis barman, restaurant, serveur de resto. Alors à l'époque quand même, bon, je vais le reconnaître, j'ai les cheveux longs comme ça, la bouille un peu moins ridée qu'aujourd'hui, j'ai, le petit collier avec la dent de requin, tu vois? Donc évidemment, tu vois, voilà, je suis un tantinet dragueur quand même, ça je reconnais. C'est ma période drague, bon, bah, écoute, parfois il y a Faut des pas périodes comme ça dans la vie, voilà. Mmh. Et un beau jour, j'ai un pote là, qui me dit: «Mais j'ai 3 copines qui arrivent de Paris». Ah bon? Je dis: Mmh. «Fantastique». Il me dit: «La plus grande, une grande, une moyenne, une petite». Ah oui, je dis: «C'est Dalton, quoi». Mmh. C'est à peu près ça, et il me dit: «La grande, tu touches pas, c'est la maîtresse du patron», parce que le patron était séparé de son épouse, enfin bon, bref. D'accord. «Ah bon, d'accord». Je dis: «OK, bah, je vais pas me fâcher avec le patron, il était sympa en plus». Bon, restait la moyenne et la petite, et donc évidemment elles se et quand elles sont arrivées, c'était en fin de ça m'a fait hurler. Ça m'a fait hurler de rire. Quand elles ont poussé la porte du restaurant, c'était à la tombée de la nuit, et je vois apparaître 3 nénettes en manteau de fourrure. Mmh. Je dis: «Mais d'où elles sortent?» Parce que en général, station de ski, manteau de fourrure, tu en as pas. Même à l'époque, c'est plutôt les après-ski, les moon boots, enfin, tu vois? Surtout qu'il y avait 2 mètres de neige dehors, hein, quand même, hein, parce qu'à l'époque, ça neigeait, quand même. Et là, je dis: «Mais d'où elles sortent?» Évidemment, bon alors, j'ai appris plus tard, qu'elles avaient fait un crochet à Marseille, elles avaient récupéré des manteaux de fourrure parce qu'elles avaient rien pour monter en station, enfin bon, passons. Hem Et je jette mon dévolu donc, sur la petite, et nous passons une nuit à discuter, dans la boîte de nuit, parce que moi quand je finissais mon service à minuit, évidemment, je descendais illico presto à la boîte de nuit. En fait, je dormais quasiment pas. On travaillait 16 heures par jour, mais je dormais quasiment 3 heures par nuit, quelque chose comme ça, quoi. Ah ouais, quand même, c'était la vie, fallait tenir le choc quand même. Mmh. Et donc, voilà, et on a discuté, on n'est même pas sortis ensemble d'ailleurs, on s'est dit, bah, on a entretenu une correspondance épistolaire quand même à l'époque, parce qu'il y a toujours pas d'internet, ni de SMS, ni de machin comme ça. Et puis elle passe me voir, à la saison d'été, et puis là, elle décide de tout plaquer, Mmh. parce qu'on se connaissait pas, Elle et a de quitté venir, elle a quitté Paris, elle a quitté son boulot à la préfecture, la préfecture civile Morlan à Paris. Waouh, elle a tout quitté, elle a dit: «Oh, rien à foutre de cette vie», bouf, elle est arrivée, voilà. Septembre 78, elle est arrivée: «Coucou, bonjour, c'est moi», avec son chat. Et depuis, on s'est plus quittés. On a passé, 47 ans de vie commune. Bon, malheureusement, je pense que tout le monde le sait maintenant, les amis à travers, vous le savez, mon épouse, malheureusement, suite à une maladie, terrible, mmh, elle m'a quitté le 19 novembre de l'année dernière, mais on a passé 47 ans de bonheur, elle et moi. Très fusionnel d'ailleurs. Et alors, pour en revenir à ces années, hippies, ça a été les plus belles années de notre vie, parce que mmh, mmh, mmh. nous, on Pour avait on avait adopté la philosophie, et il y en a, c'était métro, boulot, dodo. Nous, c'était gâteau, tarot, dodo. Ah, c'était légèrement différent. Alors les mecs vont se dire: «Ah, ils nous écoutent. Ah, mais ils branlaient rien». Ah non, ça c'est non. faux. On a reconstruit nos maisons de A à Z, et comme on n'avait pas la route, et ben, il fallait, on montait les brouettes à vide, 200 m, hein, quand même, hein, Mmh. pour les Guillons, et on mettait le sable, les sacs de ciment sur les brouettes, et on descendait ça plein. Je veux dire, allez-y les mecs, hein, j'en connais pas beaucoup qui ont reconstruit des maisons sans la route et sans la possibilité d'avoir des véhicules qui s'arrêtent. Donc on bossait beaucoup. Et depuis On ça a on été terrassé, hein, c'est il y a eu le terrassement qui a été fait depuis tout ce temps. Ah bah, oui, oui, Ah mais oui? alors en plus, on avait plein de gens qui passaient nous voir. On avait une règle d'or en fait, hein. Tu restes si tu bosses avec nous. Si tu Mmh, bosses pas, tu repars. mmh, Et donc du coup, on avait des grands jardins, on était autonomes, hein.
Il y avait nos pommes de terre, nos ail, oignons, enfin bref, on bossait quoi. On bossait, on faisait la fête, on bossait, on faisait la fête, on bossait, on faisait la fête. Voilà. Bon, écoute, sur Un fond bon équilibre. de Miles Davis et de rock and roll le soir, voilà. Et vous dites que alors je sais pas si c'était à la même période, il y a eu un éveil aussi de la conscience politique grâce à, des films de cinéma. Ah bah oui, c'est toujours pareil, c'est des années un peu fabuleuses, alors qui ont été récupérées malheureusement par des philosophes, qui suivent la doxa, de l'oligarchie financière mondiale, c'est-à-dire, Derrida, comment il s'appelle? Bourdieu, Derrida et cetera, qui eux ont vraiment dénaturé, tout toute cette idéologie de l'époque, mais en revanche, il y avait quand même des cinéastes engagés. Il y avait Costa Gavras et moi le film Z, Mmh, je l'ai vu à sa sortie, je devais avoir, mmh, 17 ans quoi, c'était avant que je parte à l'armée et oui. là, ça m'avait filé une claque. Yves Montand dans son rôle, il est magnifique, le film est très engagé. Je suis ressorti, je prends une claque quoi, je veux dire et d'ailleurs le film suivant de Gavras, donc pas longtemps après, c'était L'Aveu, pareil quoi. Je veux dire Gavras, il y en a plus des cinéastes comme ça aujourd'hui, tout est aseptisé, froid, Il n'y a plus tellement de cinéma politique, hélas. bon oui, c'est inconsistant et sans saveur aujourd'hui. Les 3 quarts du cinéma, français, même la quasi-totalité du cinéma français, c'est inconsistant. Il y a rien quoi. Il y a rien qui se passe quoi. Donc Voilà, c'est il y a une visite. C'est du divertissement un peu creux. En tout cas, ça n'amène pas forcément à réfléchir et encore moins à la situation. voilà, donc il est vrai que voilà, ça forge un peu le caractère, ça forge un peu tout, mais donc voilà, on passe quand même de nos belles années-là et puis à un moment donné, bon, la famille un peu, a besoin d'aide. On a quelques membres de notre famille qui sont pas bien. Mmh. Donc la fin de l'aventure, à un moment donné, il y a une fin, bon voilà et on se met à se rapprocher un peu de la famille et là, on enfourche un peu, bah, il faut gagner sa vie. Donc on devient des auto-entrepreneurs dans tout le domaine de l'hôtellerie, la restauration, puisqu'on avait bossé en tant que barman, serveur, donc c'est quand même un métier que je connais. Donc voilà et donc à un moment donné, bon, bah, je me suis dit, si on devenait nos propres patrons, bah, c'est ce qu'on a fait, mon épouse et moi, voilà. Entre autres, on n'a pas fait que ça, mais entre autres. Vous avez travaillé dans l'hôtellerie finalement et dans le Lot aussi, je crois? Oh bah, oui, on a essayé de faire des villages classés. On a été à Baume-les-Messieurs dans le Jura, Porte-sur-Ciel. on a été à Mmh. Corps-sur-Ciel dans le Tarn. Alors ça, c'était magnifique, c'était une maison magnifique, qu'on avait achetée, pas très cher à l'époque, mais on avait fait faire beaucoup de travaux, mais c'était magnifique. On avait ouvert un restaurant, les chambres d'hôtes et puis Mmh. on a été dans le Lot, à Rocamadour, où on a tenu un hôtel pendant plus de 10 ans, Mmh. voilà, l'hôtel du Roc, à l'entrée de la cité, qui ne s'appelait plus Hôtel du Roc, qui s'appelle Hôtel du Lion d'Or maintenant, puisque c'est notre voisin qui l'avait racheté à l'époque. Donc voilà, on a travaillé, voilà et puis en même temps, on prenait du bon temps, on essayait, enfin voilà, on a Vous avez beaucoup voyagé. Ça ouais, ça vous a ouvert à d'autres cultures et oui. ça donne peut-être cette appétence pour la géopolitique, vue d'ailleurs. Bah, il est vrai que si on reste dans son trou, peu importe la nationalité, si on reste dans son village et dans son trou, bah, on va pas connaître grand-chose, hein. C'est sûr que son coin, on va le connaître sur le bout des doigts et qu'on peut donner des leçons à tous les étrangers, ça, qui vont venir visiter. Mais ceci étant, ça ouvre pas tellement les horizons. En revanche, voyager, oui, ça permet de rencontrer d'autres cultures, ça me permet de tout d'un coup de prendre conscience que, bah, toute cette planète Terre fourmille de vie et de cultures totalement différentes et qu'il y a des belles choses à voir, partout et cetera et cetera et ça forge aussi la culture quoi, ça empile pas mal de connaissances et c'est très bien. Mais en même temps, ça a quand même un effet assez ludique, c'est bien quoi. Oui. D'ailleurs, vous intervenez souvent sur, GPTV. On peut peut-être faire un clin d'œil ici, dans l'émission La matinale de Nicolas Stocker. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, Très Nicolas Stocker. politique. Ouais, voilà, Nicolas Stocker m'a un jour, je sortais de Radio Courtoisie, d'une interview et Nicolas Stocker arrivé, il m'a dit: «Ah bah tiens, ça tombe bien, faut que je te parle. Est-ce que tu voudrais,
avoir une demi-heure, dans la matinale du lundi où je oui, bah, allons-y, voilà. Donc je me suis prêté au jeu et depuis c'est parti. Et vous avez voyagé encore en Syrie, en Ukraine, pour des raisons justement de compréhension géopolitique? Ah ben oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, grâce à mon ami Lucien Cerise, il me fait rencontrer Adnan Azam, donc qui est devenu un ami, hein, mon ami syrien Mmh. et il organisait des voyages. Il en organisait, à l'époque peut-être un par an ou un tous les 2 ans, je ne sais plus, pour que les gens en fait puissent, connaître leur pays, son pays. Mmh mh. Et donc, bah, moi, Lucien me le présente, ça devait être courant de l'automne 2021, voilà, c'est ça. Et donc en décembre 2021, je me retrouve en Syrie avec lui et 6 autres personnes. Donc c'est un pays en guerre, hein, même s'il y avait pas des obus, que ça bombardait pas, tout le temps, mais enfin quand même, il y avait des risques d'attentats, il y avait des frictions à la frontière, nord de la Syrie avec les takfiristes. Au sud, c'est pas mieux, bon bref, il y avait des checkpoints de partout. Bref, c'est un pays en guerre, c'est un pays en inflation, c'est un pays qui allait pas très bien du fait de l'embargo. Mmh. Et donc mais j'ai été assez, c'est toujours intéressant d'aller dans un pays en guerre parce qu'on voit à quel point la guerre peut être atroce et peut infliger, beaucoup de tourments et de turpitudes à des populations civiles qui, en fait, n'aspirent qu'à une chose, c'est à vivre en paix. Parce que de toute façon, le problème, voilà, c'est les populations civiles dans leur ensemble, peu importe l'ethnie, et cetera, aspirent à vivre en paix. En fait, s'il y avait pas des politiciens véreux et criminels au milieu et s'il y avait pas donc des médias de propagande, des médias de masse, je veux dire les gens ne se feraient pas la guerre, hein. Mais les médias de masse, à force de les exciter, d'exciter les gens et de leur faire une espèce de bourrage de crâne, bah, les gens finalement partent au combat, presque j'allais dire la fleur au fusil. Tu sais Stéphanie, j'avais étudié les manchettes des journaux en 1914 puisqu'à l'époque, c'est les journaux papier, hein. Mmh. Et c'est étonnant quand on regarde les archives, c'est vraiment étonnant parce que et ben, c'était faut aller tuer les Boches. En gros, c'était ça à l'époque, quoi. Et les Allemands devaient avoir la même presse immonde. Faut aller tuer les Franzosen ou je sais pas comment ils nous appelaient. Et donc du coup, bah, tout le monde est parti guerroyer avec leurs fleurs au fusil. Je me souviens, j'avais vu des documents, de l'INA à l'époque, des petits films, on voit les mecs qui montent dans le train avec la marguerite, le soldat: «On va les tuer, on va les tuer». Ouais, super. Bah, super, fantastique. Ils se sont entretués, ouais, effectivement, une grande boucherie. Une grande boucherie et tout ça pourquoi? Pour rien. Pour juste faire, engranger plus d'argent et plus de bénéfices au complexe militaro-industriel, parce que c'est ça le truc. Et donc c'est ça qui est complètement fou, mais je veux dire, à la base, un fermier du Cantal, par exemple, ou qui habiterait dans l'Aveyron, il a aucune raison, en fait, de se réveiller un beau matin, et devant son bol de café, de se dire: «Ah bah tiens, j'irais bien flinguer, un fermier en Bavière, là, ou un fermier en Belgique». Heu, il Mmh. y pense pas à ça, jamais, personne n'y pense à ça. Donc si à un moment donné, il y a des gens qui partent s'entretuer, il y a bien quelque chose qui les amène à ça et ce qui les amène à ça, c'est des politiciens criminels et les médias de masse. Mais si on retire l'un et l'autre, Mmh. il y a aucune raison. Il y Oui, a oui, c'est aucune ce qu'on raison appelle la que les gens s'entretuent. Enfin, je veux dire, oui, oui, c'est la fabrique de l'ennemi. On appelle c'est ça ça. comme ça. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui quand on regarde, aujourd'hui, c'est la haine du russe. C'est-à-dire que tous les médias en ce moment, c'est la haine du russe. Ils incitent la majorité de la population française à devenir de plus en plus russophobe. Les Russes, c'est l'ennemi. Oui. Il y a un chapitre sur l'affaire Epstein, Ouais, exactement. pas Epstein, hein, Epstein, on est bien Epstein, d'accord. voilà. Oui, parce que finalement, tout ce qui a été, dit autour, n'a pas de sens. Il y a toujours aucune arrestation. Votre chapitre, il est très précis, il rappelle, les faits, les dates, les noms impliqués et encore c'est pas exhaustif, on se doute bien. Oui, c'est pas exhaustif, il y aurait beaucoup plus à dire, mais j'ai simplifié un peu le chapitre en mettant les grandes lignes, en fait. Et en soulignant que derrière cette affaire glauque, perverse et criminelle,
Toute la lumière ne sera jamais faite d'ailleurs sur tout ça, puisque quand on voit ce qui se passe, avec cette affaire, il se passe plus rien quasiment. En France, Epstein était présent, quasiment tout le temps à Paris puisqu'il avait son superbe appartement avenue Foch et en réalité même Emmanuel Macron avait déclaré à l'époque: «Oh Epstein, c'est une affaire américaine». Américaine? Rien du tout, oui. C'est une affaire, aussi française. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des répercussions en France, des arrestations, des condamnations? Non. Jacques Lang, le pauvre chéri a démissionné de son poste du président de l'Institut du monde arabe, mais ah bah, il a juste démissionné et sa fille a démissionné. Oh bah, mon Dieu! Oh! À 86 ans, le pauvre chéri, il va pas toucher ses 9 000 € de salaire, que lui donnait, son poste de président de l'Institut du monde arabe et qui, en fait, est un poste honorifique quasiment, tu sers à rien. C'est-à-dire, si tu bois des coupettes et tu manges des petits fours, quoi et tu es payé 9 000 balles. C'est pas Heureusement mal, quand même. Mais il sera jamais condamné pour tout ce qu'il a fait. Heu, c'est un pédophile notoire. mmh. Je veux dire, il y a eu les preuves, et il y a même quelqu'un qui l'a harangué en public, c'était Roger Hollande, hein, qui lui a dit en public qu'il était un pédophile. Jacques Lang n'a jamais porté plainte, il a jamais démenti. Mmh. Donc et d'ailleurs Jacques Lang a y participé à pas mal de philosophes à l'époque, Simone de Beauvoir entre autres et cetera. Toute l'intelligentsia gaucho que je déteste, hein, qui quand même en 77 je crois, avait ou 73 ou 77, je me souviens plus la date, ils avaient quand même signé une tribune dans Libération, défendant la pédophilie, c'est-à-dire disant que oui, il y a une condamnation en cours mais qu'il faudrait peut-être mesurer la chose. Mais Heu, ils ont été signataires de cette horreur, par 2 fois en plus, 2 ou 3 fois, tribune relayée par Le Monde à l'époque et par Libération. Intéressant quand même. Vous pensez qu'il sert de fusible aujourd'hui? Bah, il a même pas servi de fusil, mais on lui a juste demandé de démissionner. Il Mmh. sera pas condamné, rien du tout. Pour calmer Il le a jeu, quand même justement, bah, pour calmer oui, alors ça a calmé quoi? Ça a calmé peut-être, des gens une majorité de gens qui ne veulent pas et qui ne veulent pas réfléchir, mais ça a rien calmé du tout. Le gars, il est juste démissionnaire, point. Et sa fille aussi, ils vont être inquiétés? Non, ils ne seront pas inquiétés. C'est ça le problème avec, cette affaire Epstein, c'est que ça met en exergue un immonde trafic et une affaire glauque et pédocriminelle, d'envergure, mais en réalité, le système, lui, va continuer à fonctionner avec quasiment très peu de condamnations. D'ailleurs, on l'a vu au dernier, en parlant du système qui continue, on l'a vu quand au niveau du WEF, cette année, mmh, en janvier, 2026, le la prostitution, le chiffre est en hausse constante à Davos. Ça veut dire que les grands de ce monde, ils arrivent, il y en a même un qui a payé 100 000 € pour passer la nuit avec 5 femmes. Ah ouais, quand même. mmh, Et c'est une per alors je sais pas son nom, mais c'est des personnes qui nous gouvernent. Wow! et qui viennent nous faire des leçons de Ouais, morale. mais qui nous font des leçons de morale. Donc bon, il faudra peut-être arrêter les conneries quand même. De toute façon, le réseau Epstein, il continue à tourner autrement, même Bah, sans bien sûr. Alors le problème, c'est que la lumière sera jamais faite sur le sujet. Il y a des parquets courageux comme le parquet d'Ankara, je sais, qui enquête sur la disparition de 100 000 enfants quand même, hein. 100 000 enfants turcs, qui auraient été acheminés dans l'île d'Epstein, mais est-ce qu'ils vont réussir à ils sont courageux, d'enquêter, mais est-ce qu'ils vont réussir à accumuler des preuves, surtout à les trouver? Heu Alors là, ça reste à démontrer, mais c'est pas le seul fait, hein. Il y a aussi d'autres procureurs en Pologne, voilà, j'étais en train de chercher. mmh Là aussi, des procureurs là-bas ont lancé une enquête pour justement des enfants disparus, mais est-ce qu'ils vont trouver les preuves? Alors là, ça va être compliqué. En tout cas, pour l'instant, force est de constater que cette affaire Epstein, on n'en parle plus. Je veux dire, les médias de masse n'en parlent plus, ils en ont parlé un peu. Bah, les médias français ont été, quelque part, complices puisqu'ils ont dit que ça allait faire les choux gras des complotistes, mais qu'est-ce qu'on s'en moque, la belle affaire finalement. Il faudrait Bah, vraiment une exactement. commission d'enquête qui a été refusée finalement, qui Bah, n'aura pas. exactement, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, ça fait échouer des complotistes. Tu parles comme si c'était nous qui avions tort. Faut arrêter de délirer quand même. On Mmh. préférerait avoir tort dans ce genre de
En tout cas, ça a mis en exergue l'affaire Epstein aussi, que Ariane de Rothschild était était très copine avec, Jeffrey. Ouais, Ah, ce bon Jeffrey et très acc et qu'elle a voulu la peau de l'humoriste Dieudonné. C'est très intéressant et d'ailleurs Dieudonné, a intitulé son nouveau spectacle qu'il essaye de donner parce qu'on lui met l'État français lui met beaucoup de bâtons dans les roues, il l'a appelé «Le fil d'Ariane». Ah mais c'est très bien ça, je trouve. exactement. Hem, Ma dernière question, elle est simple. Je me suis engagée, auprès d'Étienne Chouard à poser, désormais une question constituante à mes invités. D'accord. Devenir constituant, c'est reprendre, son destin en main, son pouvoir, le mektoub, le fameux mektoub que vous évoquez avec beaucoup de Ouais. poésie dans le livre d'ailleurs. «Aide-toi, le ciel t'aidera», hein, c'est le mantra finalement, qui nous porte. Le peuple a intérêt à céder s'il veut que céder, S apostrophe, hein, à céder s'il veut que le ciel l'aide. Ma question constituante, elle est simple, si vous deveniez, constituant, demain, cher Claude Janvier, qu'est-ce que vous proposeriez en premier comme mesure, concrète? Quelque chose que vous feriez? C'est une bonne question. J'avoue, je me suis pas posé la Ça question. peut être n'importe quel domaine, hein. En tout cas, faudrait faire table rase déjà de tout cet état profond, cet état complice. En fait, que ce soit d'ailleurs la haute sphère du public et la haute sphère du privé. Il y a un moment donné, faut faire table rase, il faut nettoyer les écuries d'Augias. Déjà, dans un premier temps. Maintenant, est-ce que la grande question aussi derrière, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un État? Ça reste une question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un État? Ah, il y a des gens qui vont dire: «Oui, il faut un État». Bon, ouais, pourquoi faire? En réalité, est-ce que finalement une société ne peut est-ce qu'elle est forcée d'être dirigée, par un État ou est-ce qu'elle peut être dirigée d'une autre façon? Est-ce que le système des corporations d'avant la Révolution française pourrait Par vous exemple, par exemple, bien évidemment, quand on voit ce que l'État fait pour le peuple, là je parle en France, force est de constater que c'est un échec total. On paie de plus en plus d'impôts et de taxes pour un service public qui est carrément inexistant. Voilà, aujourd'hui, quand on va dans le domaine de la santé publique, c'est en scandaleux, c'est en déliquescence totale. Alors après, bon ça c'est le premier point et le deuxième point, le problème aussi de la moi j'ai rien contre les constituantes et cetera. Je trouve ça très bien. Maintenant, est-ce que la majorité des gens sont prêts à est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'elle est prête, je veux dire cette majorité, pardon, à recevoir ça et à comprendre ça? Ça, par contre, c'est pas si évident que ça. Parce que quand je vois le peu d'intérêt en réalité d'une majorité de gens pour le domaine, politique, pour le domaine même géopolitique, pour juste la compréhension simplement de ce qui se passe, je me dis que c'est alors leur apporter, effectivement une modification, par la constituante et cetera, est-ce qu'ils sont de taille à comprendre? J'ai pas dit qu'ils sont bêtes, je dis simplement est-ce qu'ils vont vouloir, comprendre et est-ce qu'ils vont vouloir surtout appliquer? Parce qu'en fait, Exact. c'est très co il y a une majorité de la population, c'est assez confortable en fait, en réalité. Quand ils gagnent leur vie, bon, ils gagnent leur vie, ils se préoccupent beaucoup de leur survie, ce que je peux comprendre, hein, de leurs vacances, de leur petite voiture et cetera et dans leur petit resto. Sortez de ça, est-ce qu'ils vont pouvoir être capables effectivement ou simplement le fait de vouloir, s'engager dans autre chose? Moi, je rencontre beaucoup de gens, hein, de ci, de là, je discute avec volontiers avec des gens sur les marchés, quand je fais mes courses et cetera. Beaucoup de gens ont quand même une philosophie, genre, «Moi je bouge pas parce que je veux pas d'emmerde». En gros, je résume, je synthétise. C'est-à-dire la philosophie de beaucoup de gens, c'est pas d'emmerde. Mmh. Ma petite vie, machin, je veux absolument pas déranger, je suis sous le radar. C'est-à-dire voilà et donc on a quand même une majorité de gens, c'est des moutons dociles, hein. Alors, oui, on pourra peut-être leur apporter, des solutions comme Étienne Chouard le fait, mais est-ce qu'ils sont à même De s'y de investir, ne serait-ce qu'un peu. Oui, parce qu'ils ont voilà, l'habitude d'être pris en charge, comme on dit, du berceau jusqu'à la tombe. Ça, c'est l'État-providence, hein, qui est voilà. très paternaliste finalement, qui infantilise, les individus. Mais, reformater finalement et rendre les gens actifs, même pour une petite partie, hein, c'est une pierre à l'édifice. Ça passe peut-être par une rééducation justement.
rééducation, le fait de reprendre son pouvoir, au quotidien, même dans des investissements locaux? Aussi, mais alors ça, il y a des gens qui le font, hein, des investissements locaux, faire tisser des réseaux locaux et cetera. Mais c'est très bien. Non, non, mais quand je parle de la majorité, je parle de la majorité quand même dans son ensemble. Mmh, Force est de constater qu'il y a de plus en plus de gens éveillés, certes, depuis les gilets jaunes et depuis la crise covid, mais c'est pas encore suffisant. Il y a une trop grande majorité qui se laisse bercer et il y a même une anecdote là-dessus, Stéphanie. Juste avant Noël, je sais plus 2023, enfin peu importe, je suis à Paris comme relativement assez souvent. Je suis dans oui. le métro qui est bondé comme souvent. Je suis coincé donc avec mon smartphone devant où je pianote 2-3 trucs et j'ai 2 dames qui discutent, bah, tout près de mon oreille, quoi. 2 dames de 50 ans à peu près, socialement, intégrées, bon. Et elles discutent de quelque chose qu'elles ont entendu sur France Inter ce matin à propos du Covid. Alors, moi, j'ai mon oreille évidemment collée à leur visage quasiment, et à un moment donné, je les regarde, je leur dis: «Écoutez, mesdames, excusez-moi de m'immiscer dans votre conversation, mais permettez-moi de me poser, est-ce que je peux vous poser une question?» Je dis: «Oui, oui, monsieur, bien sûr. Qu'est-ce que vous écoutez comme média?» Ils me disent: «Bah, écoutez, nous, le matin, on se réveille, c'est du France Inter, France Info, Europe 1, RTL, enfin bon, bref, les grandes radios. Mmh. Et le soir, ah bah, écoutez, quand on rentre, nous disons, c'est TF1, France 2, France 3, sans même parler de BFM, elles m'ont même pas parlé de BFM, ni de LCI, ni de CNews et cetera. Bien, je leur dis: «D'accord, et est-ce que vous êtes au courant qu'il existe des médias libres et indépendants?» Grosses, yeux qui s'arrondissent comme des soucoupes. «De quoi parlez-vous?» Et je leur dis: «Vous savez, réseau international en médias écrits, géopolitique profonde, Plein d'autres, ouais, tout et à fait. plein d'autres». Et elle me regarde: «Mais monsieur, mais qui en gros, vous nous parlez chinois, quoi. Mais qui êtes-vous d'abord?» Alors je me présente, je leur dis: «Voilà, Claude Janvier, je suis écrivain, vous allez me trouver d'ailleurs sur internet, vous verrez, là je m'exprime beaucoup dans des médias libres et indépendants». Mais voilà, 2 dames en fait, en réalité, je cite ça, pourquoi? Parce que voilà 2 dames qui n'étaient même pas antagonistes à mon égard. À aucun moment elles m'ont traité de complotiste ou je sais pas quoi, enfin peu, les mots à la mode là, les rayons paralysants. Mmh. Voilà. Mais, à aucun moment, non, pas du tout. Elles étaient juste pas au courant que des médias libres et indépendants existent. Existe. C'est intéressant quand même. Oui, parce que je le redis et maintenant je vais prendre l'habitude de le Voilà, redire, tous ces médias, dont Tribune Libre et des plus gros aux plus petits subissent une censure, par l'algorithme, tout puissant. voilà. Et puis si elles sont pas branchées réseau ou qu'elles vont pas, jeter un œil trop, sur les médias internet, bah, en fait, elles le savaient pas. Donc Mmh, voilà 2 dames que j'ai informées malgré moi, en fait, hein, puis elles m'ont promis d'aller jeter un œil après. Bon, bah, donc voilà, ces 2 dames qui certainement mmh, sont informées aujourd'hui. mmh. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit: «C'est incroyable quand même». Je m'attendais pas, je m'y attendais pas. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même une majorité de gens là, pour l'instant, soit ils sont pas au courant, les médias Non, libres indépendants, soit ils mmh, veulent pas effectivement, les écouter parce que ça les gêne, et mmh, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la majorité de la population, est-ce qu'ils veulent vraiment s'informer correctement? Est-ce qu'ils veulent vraiment bousculer un peu leur petite vie, tranquille, avec leur petit chapeau, leur petite auto et leur petit manteau? Ça, c'était la chanson de Jacques Brel. mmh, C'était ces gens-là, n'est-ce pas? Et qui est tout à fait d'actualité, en fait, c'est ça le problème. Je pense toujours. que là, on a un problème. Bon, devenons constituants, chacun à notre manière finalement. Même le fait Absolument. de partager la réinformation, fait partie du fait de reprendre le pouvoir. Ouais, absolument. Je vais vous laisser conclure, Claude, sur ce beau livre qui s'appelle «Comment suis-je devenu rebelle?» Pourquoi suis-je devenu un rebelle? Mensonge d'État et crime et contre «Crime contre l'humanité. l'humanité». Mais pourquoi? Et moi j'ai rajouté «Comment?» mais tout est dans le livre. Voilà, tout est dans le livre. Vous pouvez le commander, ami internaute, chez The Book Edition. Mmh, Voilà, et vous savez, c'est au-delà de l'histoire, en fait. Je n'ai pas pour habitude d'écrire un témoignage, c'est le premier que je fais, mais c'est un devoir de mémoire. Donc rien que en tant que devoir de mémoire, pour saluer ceux qui sont morts et qui ont, et malheureusement,
Depuis que j'ai sorti mon livre, quand je discute des fois avec des gens, ils me disent: «Ah oui, figurez-vous, je sais, j'ai mon oncle ou un de mes parents et qui a fait son service là-bas, il est mort» et j'ai discuté avec plein de gens, ils m'ont dit: «Mais ah oui, 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 j'avais un oncle incroyable et à l'âge de 50 ans, ils ont eu des cancers, ils sont morts». Waouh! C'est là que je me suis dit: «La vache!» Donc j'ai bien fait de sortir ce livre et rien que pour honorer un peu ce devoir de mémoire et ben, s'il vous plaît, amis internautes, faites-moi le plaisir de le lire. Voilà. Alors en tout cas, merci Stéphanie, c'était super sympa et amis internautes, soutenez Tribune Libre, évidemment. Voilà, Soutenez Tribune Libre, tous les médias indépendants et alternatifs en général. voilà, Partagez-nous, c'est une façon très forte de contrarier l'algorithme, de lutter d'accord, contre la censure, insidieuse, je dirais, j'allais dire discrète, mais certains me disent: ouais. «Mais non, elle n'est pas discrète». En tout cas, nous, on la voit bien sur nos tableaux de bord, elle existe. Donc partagez et soutenez de toutes les manières possibles toute cette sphère de réinformation où la parole est libre et respectueuse et achetez le livre de Claude Janvier. Un grand merci, Claude. Merci et à la prochaine, hein. Bien sûr, à bientôt. À bientôt.